pour cette nouvelle session de Sa Critique. Eh ben on y a mis le temps, ça faisait un petit moment que j'étais pas revenu. En fait, il y a une raison très simple, c'est que le site va changer un petit peu de forme, afin que j'ai le loisir de critiquer tous les films que j'ai envie de voir. Il y aura une petite amélioration, c'est qu'il y aura un site avec des critiques écrites, et parfois peut-être même des petites vidéos sans l'image. Enfin, on est en train d'améliorer tout ça, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Ça devrait être au point dans le courant d'octobre. Donc voilà, en attendant, on poursuit les critiques telles qu'on les connaît. Et aujourd'hui, on va parler du fameux remake des 7 mercenaires. Bon, pour tout le monde, je pense que il est de notoriété publique qu'à la base, c'était les 7 samouraïs du grand Akira Kurosawa, qui est devenu les 7 mercenaires de Jon Stewart, avec ce casting 4 étoiles qu'on connaît, entre Yul Brynner, James Coburn, Eli Wallach dans le rôle du méchant, le grand Steve McQueen, enfin bref, c'était le casting de rêve à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le minimum qu'on pouvait faire, c'était de rendre un casting au moins équivalent. Bon, de ce côté-là, j'avoue que même avant d'avoir vu le film, il fallait au moins rendre grâce à ça, le casting était à la hauteur. Entre Denzel Washington reprenant plus ou moins le rôle tenu par Yul Brynner, Chris Pratt, un petit peu le petit côté Steve McQueen, mais lui, il fait un peu plus du Chris Pratt. Mais le reste du casting, c'est pareil, c'est Vincent D'Onofrio, c'est Lee Byung-hun, qui joue bien sûr l'asiatique, l'assassin du groupe, qui lui s'en sort plutôt bien. Il y a Manuel Garcia Rufo, alors lui c'était le grand inconnu, pour le bandit mexicain enrôlé plus ou moins avec la promesse d'une amnistie. Bon, il m'a été une assez bonne surprise. Ethan Hawke dans le rôle du tireur d'élite. Qui c'est que j'oublie, Martin Sessmayer qui joue le Comanche. Bon, lui, on en reparlera, mais il est un petit peu plus diffus. Bon, ça me pose déjà un problème. L'Indien dans l'eau, ça me faisait un peu bizarre sur les affiches. On y reviendra. Le tout, c'est que tous ces acteurs sont sous la direction d'Antoine Fuqua, qui a déjà mis en plus souvent en scène Denzel Washington, ne serait-ce qu'avec Training Day, pour lequel l'acteur avait eu un Oscar, ou plus récemment Equalizer. Antoine Fuqua, moi je trouve que c'est un bon artisan, c'est-à-dire c'est le genre de film d'action, parfois un peu décérébré comme La chute de la Maison Blanche, enfin bon, c'est un peu style film what the fuck, c'est assez marrant, parfois de très grande qualité, comme justement Training Day ou l'élite de Brooklyn, entre autres avec Richard Gere, que j'avais beaucoup aimé. Bref, c'est un artisan solide du film d'action. Donc il y avait ça, une musique quand même faite par le grand James Horner, avec entre autres au scénario Nick Pizzolatto, qui avait fait la saison 1 et 2 de True Detective. Entre-temps, le producteur a avoué que c'était lui qui l'avait pressé, sinon Pizzolatto voulait prendre beaucoup plus de temps pour la seconde saison, ce qui explique qu'elle est quand même pas, à mon avis, très loin à mon avis du niveau de l'original. Mais voilà, en fait, il y avait quand même un bon scénariste, il y avait un super compositeur, il y avait quand même un casting qui tenait la dragée haute au précédent. Au moins, ils n'ont pas pris par sous la jambe. Alors, au final, qu'est-ce que j'en ai pensé, fondamentalement? Alors, je coupe le suspense d'entrée de jeu. Il est loin de valoir l'original. Comme c'est un western, on va plutôt parler bien sûr des 7 mercenaires de Jon Stewart. On va éliminer la version de Kurosawa. Donc il ne vaut pas l'original. La faute à quoi? Déjà, il n'y a pas souffle épique. Moi, quand j'entendais la musique un peu des 7 mercenaires d'entrée de jeu, j'étais déjà presque dedans. Là, je le revois encore aujourd'hui, je le revois en boucle chaque année, et je me dis à chaque fois, putain, qu'est-ce que c'est bon, c'est un vrai régal. Et donc, on n'a pas ce souffle. C'est plus... justement, c'est plus film d'action, un peu bourrin. Donc je me dis, bon, déjà, il y a ça dont on peut parler. Ensuite, l'intrigue... elle reprend grosso modo celle de l'original. Une ville, là c'est plutôt une ville, c'est pas le petit village mexicain, c'est plutôt une ville plus du Far West classique.
mais encore une fois sous le joug d'un abominable. Là en l'occurrence c'est pas un bandit mexicain, c'est plutôt un propriétaire terrien, symbole, parce que là pour le coup le film il enfonce méchamment le clou là-dessus, symbole du capitalisme agressif, qui veut tout contrôler, tout posséder, qui va donc s'opposer donc à ces pauvres airs qui sont sous le joug de cette tyrannie et qui vont trouver secours à travers les fameux Magnificent Steven, qui en l'occurrence sont un magnifique melting pot d'absolument tout ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc il y a le noir, à la rigueur il y a Chris Pratt, il y a le caucasien, Donofrio, je sais pas. Pareil, un petit peu. Vous avez l'asiatique, comme j'ai dit, Ethan Hawke, le sudiste, donc on se met avec des Washington qui étaient plutôt du côté du nord pendant la guerre de sécession. Donc déjà on fait ça. Ensuite il y a le Mexicain, le bandit mexicain. Il y a aussi l'Indien. Donc c'est un peu tout la mythologie que vous imaginez dans l'histoire de l'Ouest, plutôt même de l'histoire américaine dans son ensemble. Tout est là, c'est-à-dire ils sont tous regroupés, donc ils symbolisent cet ensemble des peuples ou des ethnies, si on veut dire comme ça, qui sont unis face à l'unique et seul ennemi commun, le capitalisme. Alors ça, pour moi ça m'a semblé... bon, après qu'il y a un message... en sous-texte, tout ça pour ceux qui ont vu mes critiques, c'est pas grave. Maintenant ce qui me fait toujours un tout petit peu peur dans ces cas-là, là en l'occurrence comme c'est un film d'action ça c'est pas trop avéré, mais ce qui me fait toujours peur c'est que moi ce qui me dérange c'est que je n'ai rien contre qu'on fasse passer un message. Par contre ce qui me dérange constamment c'est que quelqu'un ait l'idée de faire le message avant d'écrire le scénario. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie profondément parce que c'est toujours un très mauvais raisonnement. Donc le message en lui-même dans celui-là n'est pas fondamentalement gênant, mais il est là, il est présent. Et c'est là où je me dis, bon allez, est-ce que le scénario va s'en ressentir? Non, pas tellement, c'est juste que Fuqua montre ses limites, et il le montre plusieurs fois dans le film. Il remet des dialogues de l'original dans la bouche de certains des personnages, ça pourquoi pas, mais quitte à ce qu'ils soient illogiques. Pour ceux qui ont vu l'original, il y a un des personnages de l'équipe des 7 mercenaires dans la version de John Sturge qui n'arrête pas de demander au personnage de Brunner, alors mon vieux, t'es là pourquoi? Allez à vous, il y a de l'or, du bétail, des diamants, à vous. Il ne croit pas un instant que l'autre puisse faire ça uniquement pour la bonne cause. Et il est, je pense que tout le monde l'a vu, donc je ne veux pas spoiler, il mourra en lui demandant, mais qu'est-ce qu'il y avait? Dis-moi ce qu'il y avait, et l'autre lui dira qu'il y a eu un mensonge pour qu'il meure avec cette pensée rassurante, je ne suis pas mort pour que dalle non plus. Et donc ils remettent cette phrase dans l'un des personnages de la version contemporaine, et finalement, à l'image de l'autre, il s'en ira proche de la fin en se disant c'est pas mon combat, mais ça sera pour une toute autre raison, qui est plutôt attenante à un autre personnage de la version précédente. Enfin, je sais pas si c'est clair, c'est une sorte de mix. Mais sauf qu'on se dit, mais pourquoi donc t'as fait dire ça à l'un? C'est bordélique, on dirait qu'il veut donner des sortes de petits easter eggs, des petits éléments pour dire, voyez, rappelez-vous, il y avait cette ancienne version avec ses super punchlines, ses super remarques, et au final, c'est juste ça. Il ne développe pas. J'ai l'impression que Fuqua s'est senti écrasé par la puissance de son modèle. Il n'a pas osé, et je le ressens définitivement avec la fameuse superbe musique de l'original, qui est un petit peu disséminée à un moment du film, et qui finalement n'explose que dans le générique de fin, quasiment. Et je me suis dit, mais pourquoi tu l'as balancé à la fin? Et soit tu la mets, soit tu mets une autre musique. Si t'es avec James Horner, tu pouvais quand même trouver quelque chose d'équivalent. Non, on a l'impression qu'à la fin, il se libère. Il est là, c'est bon, le film est fini, j'ai fait ce que j'avais à faire, je respire, on balance la musique des 7 mercenaires. Je me suis dit, ça fait bizarre. C'est pas que c'est grave, c'est juste que ça, pour moi, ça représente l'impression que le film m'a donnée. Il n'est pas mauvais, c'est un bon film d'action, mais on sent qu'il n'a pas osé aller plus loin, il n'a pas osé donner sa patte. Alors est-ce que c'est parce que il avait peut-être pas les épaules? Faut le dire, j'ai dit que c'est un très bon artisan de film d'action, je le pense, je persiste et signe. Maintenant voilà, à l'original c'était un réalisateur extraordinaire qui l'avait fait. Est-ce qu'il a eu peur de la comparaison? Est-ce qu'il a été timoré? Je sais pas. En tout cas ça se ressent. Pour ce qui est de la réalisation proprement dite,
y a rien à reprocher. Au final, je vais même dire, un petit peu un montage un peu plus cut que dans les westerns d'avant. J'aimais bien, moi, quand c'est... Mais en soi, elle est bien faite, il n'y a rien à redire. Et puis, c'était pas tellement là où je craignais quoi que ce soit venant d'Antoine Fuqua. Elle est bien faite. Bon, scénaristiquement, en revanche, là où je disais Pizzolato est plutôt une valeur sûre, je persiste à dire que c'est vrai, mais le scénario n'évite pas certains petits écueils. Bon, certains me diront, je cherche la petite bête, mais j'aurais préféré qu'on évite un petit peu une sorte de sous-intrigue entre Denzel Washington et le méchant du film, incarné, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par Peter Sarsgaard, qui a en lieu et place d'Eli Wallach de l'original, bon, qui fait une composition... on est loin d'Eli Wallach, c'est un bon acteur, Peter Sarsgaard, mais là il a fait plutôt ce méchant. Voilà. Il y a rien, il y a pas. C'est pas qu'Eli Wallach avait des ambiguïtés, mais il y apportait son petit jeu. Déjà, on voyait déjà un peu le truand du film Le Bon, la Brute et le truand de Sergio Leone avec son regard un peu fou là, qui roulait. Parfois, il a l'air d'être un petit peu largué et pourtant il est d'une malveillance totale. L'autre, il fait la gueule pendant tout le film. Il déteste le monde. C'est juste encore une fois, comme je dis, c'est le capitaliste. Il est méchant et puis voilà, on s'en fout, il traite les autres de toute façon, c'est des moins que rien pour lui. Voilà, après ils veulent créer, comme j'ai dit, une petite relation sous-intrigue. Le passé de Denzel Washington et le sien ont un rapport. Ça m'a gonflé parce que je me suis dit, c'est trop, c'est superflu, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on s'en fout. Et ça gâche un petit peu le fait que justement dans l'original, c'était simplement 7 personnes qui n'étaient pas forcément des enfants de cœur et qui à un moment donné allaient se battre tous pour une bonne cause. Simplement ça, y compris le personnage de Yul Brynner. Donc pour moi, c'est le genre de plus qu'on fait souvent dans les remakes qui sont parfaitement inutiles. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est il faut le voir. Faut le voir, sans compter qu'il y a à mon avis quand même des gens qui n'ont pas vu l'original. Il faut absolument le voir quand même, hein. Et il faut voir les 7 samouraïs de Kurosawa. Mais pour cela, ça va être un bon spectacle. Je sais, mon père est fan de western, il y en a pas, à son sens, il n'y en a plus assez. Il va aller voir le film, il va bien s'amuser, il va rigoler, il va se dire voilà, le méchant il est méchant, il va se prendre. Avant la fin du film, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Voilà, c'est des films d'action, c'est bien emballé. C'est ça, c'est bien emballé, c'est bien fait, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Maintenant, là où l'autre était à mon sens un chef-d'œuvre, celui-là n'en est pas un. Il ne l'égale pas. Ça, on pouvait s'y attendre. Ce n'était pas une surprise. Donc, il ne faut pas non plus en faire un critère pour se dire oh non, finalement, je ne vais pas aller le voir parce qu'il y a eu l'autre avant. Non. Donc, allez le voir, je vous le conseille. Voilà. Et bien, pour ça, c'est fait. On passe maintenant à la minute rétro.
Alors, nous voici arrivés à la minute rétro. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu particulier, parce que je pense que vous prenez un peu l'habitude. C'est souvent des films un peu fantastiques, des polars dont je cause dans la minute rétro. Et là, ça va être un petit peu différent parce que je vais vous parler du Narcisse Noir. C'est un film de 1947, réalisé par Michael Powell et Emmerich Pressburger, donc deux réalisateurs. Ils marchaient souvent en binôme. Ce film donc, avait été primé dans les Oscars de 1948 pour la meilleure photographie et pour la meilleure direction artistique. Il me semble même qu'en ce qui concerne la meilleure photographie, il avait eu également le Golden Globe. Bref, c'est un film qui avait été plutôt bien récompensé à son époque. Et curieusement, il a été un peu oublié. Et je suis le premier visé là-dedans. Car ce film-là, je ne le connaissais pas. C'est un ami qui me l'a recommandé. Et c'est sûr, quand il m'a balancé le scénario du film, c'est l'histoire de 5 nonnes qui vont aller dans un ancien harem himalayen qui est donné par un général indien afin d'y ouvrir un couvent et par la même occasion un presbytère et un hôpital. Il estime que pour son peuple, ça sera une bonne chose. Alors évidemment, quand vous me dites ça, bon, 5 nonnes vont se balader dans un ancien couvent, dans un ancien harem pour ouvrir un couvent. Dit comme ça, je me dis, bon, ça veut pas dire, ça veut pas du tout dire que ça va être un mauvais film, mais je me dis, oh là là, je vais peut-être pas le regarder un soir où je suis déjà un peu fatigué, ça va m'achever ce truc. Et en fait, j'ai été, mea culpa, j'ai été extrêmement surpris. Le film est avec, entre autres, la superbe Deborah Kerr, je trouve magnifique cette actrice, avec également David Farrar, lui, il n'a pas joué beaucoup de rôles, pourtant il est assez charismatique dans le film, et Kathleen Byron, alors elle aussi, c'est pas son visage est assez connu pour... à cette époque, mais voilà, à part Deborah Kerr, il n'y a pas beaucoup d'acteurs ou actrices connus, mais le film il est hypnotisant. Quand on dit qu'il a eu la meilleure photographie, la meilleure direction artistique, ce n'est pas surprenant le moins du monde. Les images, pour l'époque, c'est quasiment des tableaux, dont ce couvent perché en haut d'une montagne, vraiment, avec là où il sonne la cloche pour appeler les fidèles, une espèce de plongée incroyable vers le vide, ça donne des images mais impressionnantes. Et donc je trouve déjà que le film, plastiquement, il est très 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 beau. Après, pour ce qui est du scénario, eh bien, encore une fois, je me disais, bon, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, il a un petit côté... très sympathique parce qu'il alterne un petit peu entre le conte, un peu pittoresque, avec le personnage masculin principal qui se pointe la première fois face aux nonnes, il a une espèce de short, des sandales, le chapeau de paille, le mec il dit tu débarques d'où toi ça donne un petit côté ironique avec Deborah Kerr et les nonnes qui sont Deborah Kerr qui joue donc la jeune chef des nonnes dans ce couvent. Il se trouve un petit peu outré, qui sait lui, même les mœurs de la population locale, un petit peu plus débridées, tout ça leur met dans une ambiance, et c'est surtout cet ancien harem dans lequel ils vont s'installer qui va en fait donner une ambiance pour l'époque énormément érotique. Elle révèle chez toutes ces nonnes leur passé, c'est toute cette vie qu'ils avaient avant, leurs amours, leurs passions, leurs envies, avant de devenir ce qu'elles sont, c'est-à-dire une congrégation de personnes vouées à Dieu, vouées aux autres, et qui ne doivent plus normalement se préoccuper de leurs envies ou de leurs plaisirs charnels personnels. Donc tout ça, ça met une ambiance bizarre, où on se dit, j'ai envie de prendre ça sous terme un peu, sous le côté un petit peu comédie, pas comédie, mais un peu avec une ironie distanciée. Et finalement, au fur et à mesure du film, on se rend compte que le film a un message sous-jacent nettement plus intéressant et pervers. Parce que finalement, toutes ces passions qui se révèlent engendrent la frustration, engendrent la colère, engendrent plein de sentiments qu'elle pensait avoir éliminés. Et en particulier vis-à-vis du personnage d'une autre nonne, qui pour moi représente le doppelganger du personnage de Deborah Kerr, qui elle, malgré tout, essaie de résister à ça. Un détail, moi, qui m'a vraiment frappé,
c'est la ressemblance. Les deux actrices, pour moi, se ressemblent. Encore plus flagrant lorsqu'elles sont avec Laura Binnone, parce qu'il n'y a que cette partie du visage où on voit les traits des deux qui sont, mais même sans d'ailleurs. Les deux femmes se ressemblent à un point qu'on me dirait elles sont sœurs, ça ne me surprendrait même pas. Ce qui pour moi confirme encore cette intention de réalisateur de mettre en opposition les deux personnages, l'une étant finalement le reflet déformé de l'autre. L'une représente plus ou moins, malgré sa frustration, cette envie de continuer vers ses convictions, et l'autre qui s'abandonne au contraire à ses pulsions dans le film. Ce film est pratiquement une sorte de pied de nez à la religion, en l'occurrence catholique, parce qu'on se rend compte qu'il n'est pas possible de renier ses désirs charnels sans être frustré. Et au final, c'est intéressant de constater qu'il y a un antagonisme entre la volonté des nonnes de faire le bien en niant leurs besoins et celui que si on s'adonne à nos envies, ça peut donner le chaos, ça peut nous donner des sentiments violents qui peuvent aboutir au drame final que je ne refuse de vous spoiler bien sûr ici. Donc le Narcisse Noir, c'est un film qui m'a beaucoup surpris. C'était pas du tout ni un film d'action, ni un polar, ni rien. C'est un film où il faut se laisser un peu porter par, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est une sorte de conte. Un conte qui va se révéler un conte sombre à la fin, mais il faut se laisser porter par l'histoire, se laisser à admirer les magnifiques décors, la magnifique photographie du film, et au final, vous ressortez de la projection et vous vous dites, j'ai quand même vu un film vraiment prenant. Et moi j'y ai repensé, je l'ai ressassé dans ma tête, vraiment j'ai été très très agréablement surpris. Donc je vous le conseille, Le Narcisse Noir avec Deborah Kerr. C'est une petite pépite qui avait été récompensée à l'époque et qui curieusement a été oubliée un peu avec le temps, alors que je pense qu'il faut vraiment, mais vraiment leur donner une seconde chance. Voilà, là c'est la fin de la Minute Rétro. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique.